Nous attaquons à présent le chapitre 2, paragraphe 3, les lois de Kirchhoff, que nous avons déjà évoquées un peu ensemble. Mais nous allons donner quelques justifications supplémentaires. On va commencer par la loi des nœuds. La loi des nœuds est relative à l'additivité des courants, qui, dans le circuit hydraulique, je vous le rappelle, est équivalente au débit massique. Alors, pour comprendre bien ce qui se passe, on considère une conduite dans laquelle il y a des charges, et on va revenir encore à l'analogie avec la mécanique des fluides. Donc on va faire l'hypothèse que c'est de l'eau qui circule dans le tuyau, un tuyau de PVC typiquement, qui est rempli d'eau et dans laquelle on fait passer un fluide. Ce matin, vous avez pris une douche peut-être, et donc dans votre tuyau d'eau, il y a un débit entrant à une extrémité ici à gauche et un débit sortant à l'autre extrémité d'une section de tuyau, donc ici qu'on appelle débit sortant. Dans ce cas de figure-là, on peut affirmer que le débit entrant, à chaque instant, est égal au débit sortant. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que l'eau est un fluide qui n'est pas, ou en tout cas très très peu, compressible. Et dans ce cas-là, à chaque instant, le débit entrant est égal au débit sortant. Alors pour montrer ça, on va faire une petite expérience de pensée pour le mettre en évidence de façon, disons, un peu spectaculaire. On va, par exemple, boucher, on va carrément obturer le tuyau au niveau de l'aval, c'est-à-dire, là, c'est la partie en rouge, on obture. Ça veut dire que le débit sortant, il est annulé, parce on a bloqué la sortie. Si le débit entrant est non nul, qu'est-ce qui se passe? Ça voudrait dire que, en fait, la pression du fluide dans le tuyau augmente, parce qu'on va stocker du fluide dans le tuyau. La pression augmente, ce qui est possible, ce serait le cas si circulait dans notre conduite en fait un gaz compressible. La, la différence entre les deux débits entrant et sortant se traduit par une modification de la pression dans le tuyau. Mais voilà, l'eau est incompressible. Ça veut dire qu'on ne peut pas augmenter cette quantité d'eau qui est stockée dans la section, et ça signifie que dans votre conduite, le débit entrant doit être égal au débit sortant. Et en fait, il en va de même pour les charges. Les charges électriques, entre guillemets, sont non compressibles. Ça veut dire que ce qui rentre, alors ici c'est figuré sur le circuit électrique par le courant I1, en fait ne peut pas être stocké au niveau du nœud qui est représenté ici. Ça veut dire que I1, le courant entrant, est égal à la somme de tous les courants sortants, I2 plus I3 plus I4. Voilà une première façon d'écrire la loi des nœuds, c'est-à-dire c'est la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants, exactement comme on a écrit le débit entrant est égal au débit sortant dans le cas de l'analogie avec la mécanique des fluides. C'est lié au fait que le nœud ne peut pas stocker de la charge électrique. Tout ce qui entre doit ressortir, et ça c'est vrai en fait à chaque instant. Mais ceci dit, les courants, on l'a vu dans le chapitre précédent, ce sont des quantités algébriques. En plus, leur sens, il relève un peu d'une convention. Le courant entrant, tout à l'heure, là, I1, on l'a noté de gauche à droite, on aurait très bien pu le définir sur le schéma sortant, c'est-à-dire, à ce moment-là, on aurait dessiné la flèche de la droite vers la gauche. Et c'est une autre façon d'écrire la loi des nœuds. Lorsque, par exemple, vous avez un nœud ici sur lequel convergent 5 branches, en fait, on peut très bien choisir de représenter tous les courants convergents, c'est-à-dire entrants, auquel cas vous avez somme étendue à tous les courants égale 0, puisque des courants de sortie, il n'y en a pas. Et ça, c'est une autre façon d'écrire. Hein. Donc, on écrit que tous les courants sont convergents, et évidemment, vous avez une somme qui devient égale à 0. Et ça, ce n'est possible que si certains courants sont positifs, tandis que d'autres sont négatifs, puisque les courants sont des quantités signées, algébriques, qui comportent un signe. De façon analogue, ici, vous avez représenté, j'ai représenté un nœud avec 6 branches qui convergent, et cette fois-ci, on les a tous représentés conventionnellement comme étant des courants sortants,
auquel cas somme des courants sortants égale somme des courants entrants égale 0, et c'est encore une autre façon de représenter la loi des nœuds, une variante, si vous voulez. Je répète, tout ça est lié au fait que le nœud ne peut pas stocker de la charge. Tout ce qui entre à un instant donné doit nécessairement sortir au même instant. Et donc, les différentes variantes, somme des courants entrants est égale à somme des courants sortants. Éventuellement, somme des courants égale 0 si on décide de tous les orienter, soit entrants, soit sortants. On peut encore faire une petite remarque. Ici, en l'occurrence, on peut écrire la loi des nœuds avec ses orientations I1 est égal à I2 plus I3 plus I4. Et souvent, dans les circuits électriques, on a déjà un petit peu vu à l'occasion des exercices qu'on a corrigés tout à l'heure, en fait, quelquefois, en réalité, deux nœuds dans un circuit, en réalité, en fait, sont identiques. Et c'est ce qu'on fait ici. On représente I1 qui entre avec un premier nœud d'où sort I2. Et après, un peu plus loin à droite, vous avez un deuxième nœud. Mais en réalité, c'est pas vraiment un deuxième nœud indépendant. Parce qu'il n'y a pas de résistance entre les deux nœuds. Donc, en fait, c'est le même nœud. Ce nœud-là qui est cerclé en rouge, en réalité, est le même que le nœud A à gauche. Et donc ici, vous avez I3 plus I4 d'après la loi des nœuds qui est appliquée au nœud en rouge, puisque I3 et I4 sont sortants, donc c'est I3 plus I4 qui est entrant. Et si maintenant j'applique la loi des nœuds au nœud en vert, alors vous avez I1 est égal à I2 plus I3 plus I4. Et ça vous montre, finalement, c'est en réalité, tout ça, c'est lié à l'associativité de l'addition, et c'est juste une variante de représentation, mais dans les circuits électriques réels, vous pouvez être confronté à cette petite subtilité. Donc, il faut se familiariser avec cette problématique de représentation. Nous arrivons à la loi des mailles. Alors, la loi des mailles, nous l'avons déjà aussi évoquée. Cette fois-ci, on va peut-être, encore une fois, redonner des arguments qui sont liés, en fait, à l'analogie avec la mécanique des fluides. Mais cette fois-ci, on va plutôt parler en termes de différence de potentiel plutôt que en différence d'altitude, puisque de toute façon, une différence de potentiel de gravité, c'est bel et bien une différence d'altitude. Alors, on va dessiner un circuit qui consiste en trois sources de tension qui s'appellent respectivement E1, E2 et E3. On connecte toutes les bornes moins ensemble. On suppose que chacune des sources de tension a une résistance interne, petit r1, petit r2, petit r3. Et on connecte encore, selon le schéma qui est ici maintenant représenté sur votre écran, R1 et R2, grand R1, grand R2, et enfin une résistance grand R3 sur, si vous voulez, entre les générateurs E1 et E3. Enfin, le schéma, vous l'avez sous les yeux, et je ne vais pas le commenter en français, hein, c'est le schéma qui fait foi et non pas le commentaire que je peux faire oralement. Donc finalement, vous voyez que ici, là, tous ces points-là sont identiques. Ces points sont dits équipotentiels. Ils sont reliés par des fils métalliques qui ont des résistivités nulles, ou en tout cas extrêmement très faibles. Donc, les différences de potentiel sur les câbles tout en bas, là, sont réputées nulles, en réalité sont très petites, peut-être de l'ordre de la fraction de microvolts. Ça veut dire que tous les points en bas, c'est un seul et même nœud qu'on peut noter A. On complète avec un nœud B à gauche, un nœud C au centre et enfin un nœud D à droite. Quand on est débutant, et c'est notre cas ici, c'est assez prudent, pertinent et prudent de numéroter les différents nœuds de manière à ce que on puisse écrire des choses explicites. Donc en vert, là, on a nos différents dipôles qui sont des sources de tension réelles avec leur résistance interne. Et en fait, tout ce que je dessine ici en vert, là,
en fait, ce sont des branches, c'est-à-dire c'est des segments. Ce sont des segments qui peuvent éventuellement être associés de plusieurs dipôles et qui font la liaison entre différents nœuds du montage. Et une maille typiquement, c'est quoi? Une maille, c'est euh, un parcours sur le circuit qui part d'un nœud, qui suit une série de branches et qui revient au point de départ. Et la loi des mailles dit que si je somme toutes les différences de potentiel le long d'une maille et que je reviens en fait au point de départ, eh bien, la somme étendue à toutes les différences de potentiel quand je parcours la maille depuis un point initial jusqu'au point final qui est de nouveau le point initial, cette somme des différences de potentiel est nulle. Et bien ça, c'est démontré, peut-être de façon un peu intuitive, pseudo-démontré, par le fait que si je prends l'équivalent hydraulique, ben, lorsque je parcours une maille, imaginez dans votre tête un circuit hydraulique, quand je parcours une maille, c'est-à-dire que je reviens au point de départ, et bien forcément je suis revenu à mon altitude initiale. Ça veut dire que mon delta H est nul. Ma différence de potentiel de gravité est égale à zéro. Et c'est exactement aussi le cas lorsque j'ai affaire à un circuit électrique. Donc ici, typiquement, on va montrer une telle maille qui part du point A avec une première différence de potentiel qui est donnée par la tension E1 au banc de la source idéale. Ensuite, deuxième différence de potentiel qui correspond à la tension aux bornes de la résistance petit r1. Voilà, ça me fait une deuxième différence de potentiel. Ensuite, j'ai une différence de potentiel U indice grand R1. Ah, je me suis trompé, voilà, c'est U indice grand R1. Et là, il faut faire attention. Vous devez orienter toutes vos flèches toujours en partant du point A, en suivant le sens de parcours de votre maille à partir de votre nœud de départ. Donc en fait, toutes les flèches doivent être orientées dans le même sens. Ensuite, j'ai la tension au bord de la petite R2, la tension au bande de E2, et là, vous arrivez de nouveau à un nœud qui A, c'est-à-dire vous êtes arrivé à votre point de départ. Et donc vous avez en fait toutes vos tensions E1 plus UR1 plus U indice grand R1 plus U indice petit R2. Et là, attention, moins E2. Alors pourquoi moins E2 égale 0? Pourquoi la dernière tension est-elle affublée d'un signe moins? Eh bien, c'est parce que vous avez vu que la toute dernière tension, en réalité, elle est orientée vers le bas, alors que plus E2 est orienté vers le haut. Et donc, les tensions étant algébriques aussi, il faut affubler cette dernière différence de potentiel d'un signe moins. Nous verrons sur des exemples plus loin comment ça fonctionne, et notamment dans des exercices corrigés.